Bon, je vous salue donc. On va reprendre notre enseignement dans le cadre de cette introduction du droit des affaires, alors même qu'en fait, on s'est engagé un peu plus au-delà de l'introduction. Alors, hier, j'ai publié le plan du cours. Cela vous permet de suivre un peu mieux et dans le détail, en fait, les étapes de ce cours. Et maintenant, il s'agit de rappeler ce qu'on avait dit la semaine dernière. La semaine dernière, on a commencé par évoquer les conditions du contrat, les conditions de validité. Parce que le plus important, en fait, dans la vie des affaires, ce n'est pas simplement de signer les contrats, c'est l'objectif des entreprises, effectivement, trouver un terrain d'entente avec les partenaires, signer des contrats, engager des accords. Encore faut-il que ces accords soient viables, bien entendu sur le plan économique, mais aussi et surtout sur le plan juridique. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un contrat qui est signé et qui soit facilement annulable, ce qui, bien sûr, serait catastrophique pour l'entreprise. Il arrive souvent que les parties à un contrat qui, au départ, ont signé avec un grand plaisir ce contrat, à un moment donné, au moment où on commence à l'exécuter, l'une des parties, pour des raisons qui surviennent, peuvent chercher les moyens pour l'annuler. D'où la nécessité de faire un contrat dans les règles de l'art et qui soit effectivement viable juridiquement. C'est pour ça que cette question des conditions de validité est très importante. Je n'ose même pas dire qu'elle n'est pas fortuite. Oui, elle n'est pas fortuite. Il est essentiel qu'on sache quelles sont ces conditions. Et c'est comme ça qu'on a évoqué, lors de la dernière rencontre, on a évoqué la première condition, disons qu'il y a 4 conditions, en fait. Il y a d'abord la capacité de contracter. On a dit que c'est l'âge de 18 ans, avec les nuances nécessaires. Et le consentement. Et on a dit que le consentement, c'est la rencontre entre deux volontés, bien entendu, l'offre et l'acceptation, à condition que ce consentement soit exempt de vices, et on a évoqué l'ensemble de ces vices. Maintenant, troisième condition de validité du contrat, c'est l'objet. Alors, tout contrat va entraîner la création d'une ou plusieurs obligations, lesquelles ont chacune un objet. Alors, quand on parle de l'objet du contrat, ça veut dire que parfois, on dit l'objet du contrat. Ben, l'objet du contrat, c'est ce pourquoi le contrat a été conclu. Donc, en réalité, on parle de l'objet du contrat pour simplifier les choses. Ici, je vous renvoie à la lecture des articles 57 à 61 du Code civil. Alors, si, à la lecture de ces articles, on constate que, premièrement, il faut que le contrat puisse être, l'objet du contrat soit déterminé. C'est ce qu'on appelle la détermination du contrat. Alors, que nous dit l'article 58? La chose, objet de l'obligation, doit être déterminée au moins quant à son espèce. Donc, et l'article de continuer, la quantité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite. Alors, il ressort de la lecture de cet article que la chose doit être d'espèce déterminée dès la conclusion du contrat. Restera le problème de la quantité. Celle-ci peut n'être que déterminable. Je m'explique. Pour ce qui concerne la détermination de l'espèce, bien entendu, le contrat doit porter sur un bien déterminé. Parce qu'on ne peut pas signer un contrat comme ça, dans l'abstrait. Il faut bien que, d'ailleurs, un contrat sans objet est un contrat nul, tout simplement. Il y a plusieurs raisons de la nullité. L'absence d'objet fait que nous n'avons pas de contrat, tout simplement. Donc, c'est pour cela que le contrat doit porter sur une chose, un bien déterminé. Alors, il peut s'agir d'un corps certain, par exemple une voiture, une usine, donc on sait de quoi on parle,
l'équipement d'une usine. Donc, dans ce cas, il sera non seulement déterminé, ça veut dire on sait quel est l'objet du contrat, ça veut dire la vente de tel objet ou telle machine ou telle voiture, mais elle sera individualisée. On saura exactement qu'est-ce qu'on achète, si c'est un contrat de vente, par exemple. C'est un exemple pour le contrat de vente, je parle de la voiture, c'est dans le cadre du contrat de vente. Donc, on va déterminer l'objet et on va l'individualiser dès la formation du consentement. L'individualisation ainsi faite explique que le droit de propriété ainsi que la charge des risques soient en principe immédiatement transférés au patrimoine du patrimoine du vendeur vers celui de l'acquéreur. Il arrive parfois que vous achetiez un objet quelconque. Eh bien, cette notion de la détermination de l'objet et surtout de l'individualisation fait qu'il y a transfert de propriété. Et quand il y a transfert de propriété, il y a également transfert des risques. D'où la nécessité, bien sûr, souvent, d'établir un contrat pour couvrir les risques de transport, le cas échéant, si le transfert a eu lieu, le transfert de propriété a eu lieu à un moment déterminé. On doit savoir à quel moment précis cette individualisation a eu lieu et à quel moment précis le transfert de propriété va avoir lieu. Ceci a des conséquences. Lorsqu'il s'agit d'une chose de genre, eh bien, elle sera déterminée, mais ne sera pas individualisée. L'individualisation sera effectuée postérieurement à la conclusion du contrat, et c'est à ce moment-là que la propriété et les risques seront transférés à l'acheteur. C'est le cas notamment si vous achetez par exemple du blé ou du riz, vous avez dans une usine, vous achetez du blé. Là, on sait qu'on a déterminé ce qu'on achète, mais on ne l'a pas individualisé. Supposons qu'il y a un incendie qui prend feu, qui se déclenche dans l'usine, les risques sont à la charge du vendeur qui est resté encore propriétaire. Parce que le transfert de propriété se fera au moment de l'individualisation. On va à ce moment-là établir donc le choix et on va dire voici donc les sacs de blé qui sont propriété de l'acquéreur. Donc, la détermination de l'espèce, il faut déterminer l'espèce et il faut l'individualiser avec une différence entre les corps certains, les choses, un tableau de Picasso, une voiture, un équipement usine, et ce qu'on appelle les choses de genre, ça veut dire comme le blé ou le riz ou autres marchandises. Il faut déterminer l'espèce, mais il faut également déterminer la quotité. Alors, la quotité, c'est-à-dire la quantité tout court. Bien, la quotité est souvent déterminée dès la conclusion du contrat, parce que pour que le vendeur soit engagé, il ne faut pas qu'il dise « je promets de livrer telle quantité de blé » sans autre précision. Ça veut dire il ne peut pas se libérer s'il n'est pas conforme à l'obligation du contrat. Donc, il faut que la quantité soit au moins déterminable. Dans le contrat, il doit y avoir des précisions pour qu'on puisse déterminer cette quantité. Ça veut dire quelqu'un peut s'engager à dire « je m'engage à livrer l'énergie nécessaire en fioul ou en électricité pour le fonctionnement d'une usine pendant une durée déterminée ». Donc, ça veut dire qu'on a les moyens de déterminer la quantité. Donc, lui-même, parfois pour le prix objet de l'obligation de l'acheteur, il peut ne pas être déterminé au moment du contrat, mais déterminable. Ça veut dire qu'on peut faire référence, en disant le prix peut être fixé par référence au cours du jour de telle ou telle référence, ou tel index. Donc, pour ce qui concerne l'objet, il faut qu'il soit déterminé, et il faut
que la quantité aussi soit déterminée, ou au moins déterminable. Alors, la deuxième condition, c'est que l'objet doit être possible. La possibilité de l'objet. Alors, il y a un adage qui dit que à l'impossible, nul n'est tenu. En arabe, fawqata pratika la tulam. Donc, c'est à peu près l'équivalent de cet adage. À l'impossible, nul n'est tenu. Alors, sur le plan pratique, la question de savoir si l'obligation souscrite était possible ou non se pose au moment de l'exécution du contrat lorsque le débiteur ne peut pas remplir son obligation. Alors parfois, pour échapper à cette obligation, il peut être tenté d'invoquer l'impossibilité de l'objet. Mais cette impossibilité est soumise à des conditions. Par impossibilité, il faut entendre l'impossibilité objective, c'est-à-dire absolue, et non pas l'impossibilité personnelle au contractant. Parce que, bien entendu, quand je dis l'impossibilité absolue, alors il y a un entrepreneur qui a pris en charge de construire un complexe sportif avec un terrain de foot et qui n'a pas pu respecter les délais. Il a invoqué l'impossibilité de l'objet à réaliser dans ce délai, dans le cadre de ce délai. Mais en fait, l'impossibilité qu'il a subie, c'est une impossibilité subjective. Il s'agissait d'une entreprise qui n'avait pas les moyens de respecter son engagement dans ce délai. Là, il s'agit d'une impossibilité subjective, donc elle n'est pas prise en compte. Par contre, quelqu'un qui s'engage à livrer une marchandise qui est soumise à une interdiction d'importation, par exemple au Maroc, s'il est au Maroc, là, il s'agit d'une impossibilité absolue, objective. Là, effectivement, on ne peut pas lui reprocher de ne pas pouvoir livrer la marchandise. Ou bien quelqu'un qui s'engage à construire un immeuble sur un terrain qui n'est pas constructible du point de vue géologique, parce qu'il est sur un terrain sablonneux ou autre. Donc, il s'agit là de l'impossibilité objective. Donc, si l'impossibilité absolue existait au moment de la conclusion du contrat, il y a nullité, on dit qu'il y a nullité au titre de l'objet. Il y a nullité au titre de l'objet. Si l'impossibilité n'est apparue que par la suite, elle constitue un cas non de nullité, mais de force majeure. Mais de force majeure. Ça veut dire, dans ce cas, s'il y a un cas de force majeure, cela justifie une sorte de résolution sans dommage et intérêt. Par exemple, si une guerre se déclenche, vous voulez importer une marchandise d'un endroit où se déclenche une guerre plus tard, qui n'était pas prévue à la base, dans ce cas, il n'y a plus la possibilité pour l'importateur de livrer la marchandise. Là, on est en face d'un cas de force majeure. Alors, par exemple, la première guerre du Golfe a posé problème pour beaucoup d'entreprises. Et effectivement, on est allé dans le sens de décrire cette première guerre comme étant un cas de force majeure, parce qu'elle était imprévisible. Parce que pour que la force majeure soit prise en compte, il faut qu'il soit imprévisible. Et donc, la première guerre, donc, elle était imprévisible. D'ailleurs, au Maroc, dans le secteur touristique joue un rôle. Effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des hôtels qui n'ont pas pu rembourser leurs dettes, etc., qui n'ont pas pu faire face à leurs engagements financiers. Et on est allé dans le sens de dire que c'est un cas de force majeure. Mais la deuxième guerre du Golfe, elle n'a pas été considérée comme un cas de force majeure. Parce que celle-là était prévisible. On voyait plus ou moins qu'il y a une guerre qui se préparait. Donc, le cas de force majeure, c'est un cas qui doit être imprévisible et insurmontable. Par exemple, les inondations, les incendies, les guerres, etc. Donc, c'est pour dire que l'objet, pour qu'on considère qu'il s'agit d'une impossibilité absolue, il faut le voir au moment de la conclusion du contrat. Si
l'impossibilité survient après la signature de contrat, là, on sera certainement en face d'un cas de force majeure. Cette exigence d'un objet possible n'interdit pas de conclure des contrats relatifs à des choses futures selon ce qui ressort des dispositions de l'article 61 du Code. Vous pourrez vous engager à livrer une marchandise ou une récolte future. Vous pourrez vous engager à livrer un livre à une maison d'édition ou une œuvre artistique. L'objet doit être déterminé. L'objet doit être possible. L'objet doit être licite. C'est la licéité de l'objet. Alors, on dit que l'objet est illicite, soit parce qu'il s'agit de choses hors du commerce, par exemple la personne humaine ou les biens du domaine public ou les monopoles d'État. Donc là, vous ne pourrez pas vous engager à livrer au Maroc une marchandise qui soit le monopole de l'État, un produit qui soit le monopole de l'État. Là, l'objet serait illicite. Parfois, l'objet est illicite parce qu'il porte atteinte à la santé et à la sécurité publique. Donc, un industriel qui s'engage à mettre sur le marché des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de la santé et de la sécurité, son engagement rentre dans le cadre de l'objet illicite. Bien sûr, ceci est une cause de nullité du contrat. Donc, voici pour l'objet. Reste la quatrième condition, c'est la cause. Alors, l'article 62 du DOC, du Daïr Formant Code des obligations et contrats, nous dit que l'obligation sans cause, fondée sur une cause illicite et non avenue. Ce sont les termes de l'article. Donc, il faut ici distinguer la notion de cause de celle de l'objet. Dans le cadre de l'objet, en fait, on recherche ce qui a été voulu. Et dans le cadre de la cause, on recherche la raison qui, en fait, a poussé les gens à conclure le contrat. Ce qui a été voulu, ou précédent, la cause ou la raison, ou le résultat précédent, ce qui a été voulu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de cause? On peut y avoir, dans la pratique, malgré, si vous voulez, une prédominance d'un caractère théorique à cette notion de cause, malgré tout, on la retrouve dans la pratique. Alors, ici, la cause des obligations née du contrat, c'est le motif déterminant du débiteur. Elle a un double aspect. Tantôt, le mot désigne la contre-prestation que dans les contrats, chacune ou chacune des parties entend recevoir. Tantôt, il désigne le motif déterminant qui a décidé la partie à s'engager. Donc, dans le premier cas, on parle de l'obligation et dans le deuxième cas, on parle de la cause du contrat. Donc, qu'en est-il de la cause de l'obligation? Bien, la cause de l'obligation, c'est le but immédiat qu'on se propose d'atteindre en s'obligeant. On peut dire, ça c'est la théorie classique. Ça veut dire, c'est le but immédiat qu'on se propose d'atteindre en s'obligeant. Dans les contrats bilatéraux, la cause de l'obligation, c'est ce à quoi les parties, ce qui a poussé les parties à s'engager. Ce qui a poussé les parties à s'engager. Par exemple, dans le contrat de vente, l'obligation du vendeur a pour cause l'obligation corrélative de l'acheteur de payer une somme d'argent. Il y a dans le contrat réciproque, dans le contrat bilatéral, dans le contrat de société, par exemple, l'associé s'engage à réaliser un apport car il espère réaliser un profit. C'est normal, on s'engage
il y a bien une cause apparente ou profonde qui pousse les gens à conclure un contrat. Là, on parle de la cause d'obligation. Pour la cause du contrat, là, il s'agit des motifs personnels qui poussent à contracter. Ça veut dire que là, on est en face de considérations subjectives. La doctrine parle de causes subjectives et déterminantes du contrat. Alors, sur le plan théorique, la cause du contrat sert à moraliser les conventions. C'est la base de la théorie moderne. Donc, c'est-à-dire que le juge, s'il est en face d'un contrat, et que le problème ou la question se pose ou survient, il va sonder les mobiles qui ont poussé les parties à signer ce contrat. Et dans le cas où il s'avère que la cause était illicite, cela justifierait l'annulation du contrat. Ça ne peut pas se faire tous les jours, mais c'est quelque chose qui peut effectivement être rencontré dans la pratique. Alors, quelles sont les conditions de la cause? La cause doit remplir deux conditions: exister et être licite. Alors, pour ce qui concerne l'existence, la cause de l'obligation doit exister et l'absence entraîne la nullité absolue du contrat, quel qu'il soit. Cela varie, en fait, suivant les différents types de contrats. Si nous prenons les contrats unilatéraux, dans les contrats unilatéraux, par exemple le contrat de prêt, la plupart de ces contrats, ou le contrat de dépôt, ils font naître une obligation de restitution ou de remboursement qui ne se justifie que parce que le débiteur a reçu une chose. Parce qu'il a reçu une chose, donc il est engagé à la restituer s'il s'agit d'un contrat de prêt ou un contrat de dépôt. La cause de ces contrats qui fondent l'engagement, c'est-à-dire de restitution, est la remise matérielle de la chose. C'est ce qu'on dit pour le contrat de prêt. Il faudra noter quand même que dans les contrats, on n'indique jamais la cause. Et n'est pas indiqué dans la... Autant, lorsqu'il s'agit de l'objet, il faut l'indiquer, parce qu'il faut carrément et clairement le dire. Par exemple, si vous créez une société dans les statuts, on est amené à décrire l'objet. Si on réalise un contrat de vente, il faut indiquer l'objet sur lequel porte la vente, plus les autres clauses. Ce n'est pas le cas pour ce qui concerne la cause. Quel est le particularisme pour ce qui concerne les contrats à titre gratuit? Dans les contrats à titre gratuit, la cause est constituée par l'intention libérale de la part du donateur d'enrichir gratuitement le donateur. C'est un exemple pour les contrats à titre gratuit. Dans les contrats synalagmatiques, la cause de l'obligation de contracter est l'obligation assumée par l'autre, parce qu'il y a une sorte d'interdépendance des obligations réciproques. Ça veut dire qu'ici, on trouve certaines choses que le contractant qui veut obtenir l'exécution de l'obligation du contrat va devoir exécuter la sienne, parce qu'il y a une interdépendance. Autrement, on lui fera valoir l'exception de non-exécution. Je n'exécute pas l'obligation qui pèse sur moi tant que tu n'as pas exécuté la tienne. Si l'une des parties n'exécute pas son obligation par sa faute, l'autre partie peut demander la résolution du contrat. Ceci dans le cadre de l'article 259 du DOC. Et enfin, dans un cas fortuit, ou quand un cas fortuit empêche l'une des parties d'exécuter son obligation, le contrat tombe, dans le cas du fortuit. Reste la dernière condition de la cause, c'est-à-dire la licéité de la cause, c'est-à-dire en plus d'exister, la cause doit être licite. Or, la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ou quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Voilà, si vous voulez, les conditions du contrat. Ça veut dire 4 conditions. La capacité, le consentement, l'objet et la cause. Maintenant, il s'agit là des conditions de fond. Qu'en est-il des conditions de forme? Comme toujours en droit, conditions de fond, conditions de forme. Alors, il y a une notion, c'est-à-dire que ici, au Maroc, je l'ai évoqué la dernière fois, c'est le principe dit du consensualisme qui est en fait en vigueur en droit marocain, c'est-à-dire que le contrat est valablement formé à partir du moment où il y a échange des consentements sans qu'il soit nécessaire d'établir un écrit. Et je vous ai donné l'exemple en disant que souvent dans la vie de tous les jours, parfois vous entendez quelqu'un en disant « oui, on n'a pas signé de contrat ». Mais en fait, quand on vérifie un peu, on analyse la relation, on trouve qu'il y a réellement un contrat. Par exemple, un salarié qui commence à fournir un travail au profit de l'employeur qui reçoit déjà un salaire, nous avons ici les prémices du contrat. L'analyse permet en fait de décrire et de dire qu'il y a une relation sur la base d'un contrat de travail. Donc, le consensualisme fait que le contrat peut exister en l'absence d'écrit. Font exception à ce principe du consensualisme les contrats réels, on en a parlé, et les contrats dits solennels, dont la validité requiert, outre les conditions posées par l'article 2 du DOC, le respect de certaines formalités. Alors, pour les contrats réels, leur formation suppose, en plus des conditions ordinairement requises pour un tout contrat, la remise de la chose objet de l'opération. Par exemple, dans le cadre du contrat de dépôt, article 1681 du DOC, ou le contrat de gage, l'article 1118, ou le contrat de prêt à la consommation. Dans tous ces contrats, l'accord des volontés n'assure pas à lui seul leur formation. La remise du bien déposé, remis en gage, est nécessaire pour que le contrat soit valable. Une certaine doctrine, la doctrine, comme je vous l'ai expliqué, l'avis des auteurs, des spécialistes en droit qui écrivent ou qui émettent des avis à travers des articles publiés dans des revues spécialisées, par exemple, une certaine doctrine considère que la remise du bien ne constitue pas, dans ces cas, une condition de formation du contrat et qu'il en est le premier acte d'exécution. Ça veut dire que le gage ou le prêt seraient ainsi des contrats consensuels synalagmatiques. C'est comme un début d'exécution. Mais cette thèse se heurte aux dispositions légales relatives à ces différents contrats qui subordonnent leur formation à la remise du bien objet de l'opération. Parce que la condition pour que le contrat soit valable, c'est qu'il y ait remise. Donc, c'est ce qui explique qu'en fait, on s'attache à cette notion de contrat réel. Donc, le contrat réel, la remise. Contrat solennel, eh bien, dans le cadre du contrat solennel, la validité du contrat est subordonnée à l'établissement d'un acte écrit. Alors, dans le cadre de l'acte écrit, il y a deux modes. Il y a l'acte authentique et il y a l'acte sous seing privé. Alors, l'acte authentique, c'est un acte qui est rédigé par un officier public qui a le droit et le pouvoir d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, selon les dispositions de l'article 418 du DOC. Et bien entendu, l'acte authentique a une force parce qu'il fait foi d'une manière quasi absolue de sa date, attestée par l'officier public, et de tout ce que ce dernier y déclare, vu, entendu, constaté ou accompli. L'article 420 du DOC. Alors, bien entendu, nous parlons dans un cadre général. Après, il est évident que même les actes authentiques, dans la pratique, peuvent poser beaucoup ou posent beaucoup de problèmes. Alors, pourquoi le législateur exige
de temps en temps que l'acte soit authentique? Eh bien, c'est tout simplement dans un souci de protéger les parties et les tiers qui ne peuvent être assurés que par la détermination des engagements réciproques des partenaires contractuels. Acte authentique ou acte sous seing privé. Et l'acte sous seing privé, c'est l'acte qui est signé entre les parties. Au Maroc, on exige souvent la signature et la légalisation devant l'autorité consacrée, devant l'autorité publique, mais ça reste, il n'empêche pas moins que c'est un acte sous seing privé, mais même l'acte sous seing privé non légalisé a une valeur juridique, bien entendu. Donc, c'est le cas, justement, que dans nombre de contrats où on exige simplement qu'il y ait un écrit, mais un simple écrit sous seing privé. C'est le cas notamment pour les contrats par exemple, de société. Vous pourrez rédiger, il n'est pas nécessaire de le faire devant un officier public. Vous pourrez le rédiger et le signer vous-même. Alors, quelles sont les sanctions des conditions de formation du contrat? Parce qu'il peut se poser un problème lorsque le contrat ne respecte pas les conditions de validité, aussi bien sur le fond que sur la forme. Bien, d'abord, si les parties à un contrat ne respectent pas les conditions de validité, ce contrat va être frappé de nullité, comme base. Alors, quelle est cette notion de nullité qu'il faut bien préciser et quel est son régime juridique? Pour ce qui concerne cette notion, ici, on doit déjà distinguer entre la nullité et les notions voisines. Les notions voisines. Il faut distinguer la nullité de la résolution. Évidemment, la nullité diffère de la résolution car cette dernière sanctionne à la demande du créancier impayé l'inexécution des contrats à obligation réciproque. Elle s'approche de la nullité par son effet, parce que dans les deux cas, nullité et résolution, il y a anéantissement rétroactif du contrat. On peut distinguer la nullité de l'inopposabilité. La nullité de l'inopposabilité. La nullité sanctionne, comme je viens de le dire, l'inobservation des conditions de formation du contrat, alors que l'inopposabilité sanctionne au profit des tiers le défaut de publicité de certains contrats. Donc la différence, elle est importante. Par exemple, si quelqu'un réalise une vente portant sur un fonds de commerce, pour que la vente soit opposable aux tiers, il faut en faire la publicité. Et la publicité, en l'inscrivant au registre du commerce, en publiant l'annonce dans le journal d'annonce légale et dans le bulletin officiel. Par exemple, une société délibère lors d'assemblée générale devrait publier les procès-verbaux des délibérations. Il doit les publier au registre du commerce. Autrement, ces procès-verbaux, le contenu en tout cas, sera inopposable aux tiers. Donc, ici, ce n'est pas la nullité. La nullité, c'est carrément la destruction totale de ce contrat, ou cet engagement. Alors que l'inopposabilité, c'est simplement, en fait, l'inopposabilité aux parties qui n'ont pas pu être informées à temps et par la voie légale qui est consacrée à ce type de contrat. Il faut distinguer aussi entre les deux nullités. Donc, pour ce qui concerne la distinction entre la nullité et la résolution, on a bien expliqué la différence avec l'imposabilité. Reste, au sein même des nullités, il y a deux formes de nullité. J'ai eu l'occasion de les évoquer à plusieurs reprises. Et parfois, je parle de nullité relative ou de nullité absolue. Alors,
la nullité absolue sanctionne la violation des conditions de validité du contrat édictées par le législateur dans un souci de protection de l'intérêt général. Vous pourrez vous référer aux articles 306 à 310 du DOC pour trouver réponse. Alors, qu'est-ce qui donne lieu à la nullité absolue? Dans le cas où l'objet est impossible, immoral ou illicite, nullité absolue. La cause est immorale ou illicite, nullité absolue. La violation des règles de forme dans les contrats où le législateur les impose. La nullité relative, ou ce qu'on appelle récision, sanctionne la violation des conditions par le législateur dans un souci de protection des intérêts des contractants. Je vous renvoie sur les articles 300 à 318 du DOC. Et en fait, cela, la nullité relative est d'actualité à partir du moment où il y a vice du consentement, incapacité ou lésion dans les cas où la lésion peut être retenue. Rappelez-vous ce qu'on a dit à propos de la lésion. D'ailleurs, vous trouverez souvent que les vices du consentement, la lésion, elle tient une place à part. Parce qu'il y a des conditions très particulières pour qu'on puisse la prendre en considération. Alors, quel est le régime des nullités? Tout d'abord, on va s'interroger sur les conditions, puis sur les effets. Alors, pour ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action en nullité absolue, parce qu'en fait, après, quand il y a un problème, le contrat ne va pas devenir nul par lui-même. Il faut bien qu'il y ait une action. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'interroger sur les conditions d'exercice de l'action en nullité absolue. La caractéristique, si vous voulez, de la nullité absolue, c'est qu'elle peut être invoquée par tout intéressé. Les contractants, leurs ayants cause, leurs créanciers et même le ministère public. Donc, c'est ouvert, c'est largement, si vous voulez, il y a plusieurs possibilités. Alors, en principe, l'action en nullité absolue se prescrit par 15 ans. Ça veut dire le délai de prescription de droit commun des actions en justice édicté par l'article 387 du DOC. Pour ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action en nullité relative, celle-ci, d'abord, ne peut être invoquée que par les personnes que la loi a entendu protéger, c'est-à-dire le contractant incapable ou celui dont le consentement a été vicié ou qui a subi une lésion. L'action en nullité relative peut être éteinte de deux façons. Soit par la confirmation de l'acte nul, ce sont là les dispositions de l'article 317 du DOC, c'est-à-dire par la renonciation à intenter l'action. Cette renonciation peut être soit expresse, soit tacite. Par la prescription. La prescription, elle est fixée à 1 an selon les dispositions de l'article 311 du DOC, et ce délai court du jour où le vice a cessé pour le dol et l'erreur, et du jour de leur majorité pour les incapables, et ce en vertu de l'article 312 du DOC. Et dans tous les cas, l'action en récision se prescrit par le laps de temps de 15 ans à partir de la date de l'acte en vertu de l'article 314 du DOC. Alors, quels sont les effets de la nullité? Alors, qu'il s'agisse de nullité absolue ou de nullité relative, les effets sont identiques. En pratique, la nullité
atteint l'ensemble du contrat. Cependant, dans le cas où il y a une seule clause qui est nulle, et si cette clause n'est pas essentielle, les juges peuvent ne pas anéantir tout le contrat et peuvent simplement se limiter à annuler cette stipulation. Là, je fais référence à l'article 307. Alors, sur le plan du principe, le contrat nul est censé n'avoir jamais existé. Il est effacé aussi bien pour le passé que pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on va remettre les parties dans la situation où elles étaient avant la conclusion du contrat. Par exemple, en cas d'annulation d'un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix et l'acheteur doit restituer la chose acquise. On appelle ça la répétition des prestations fournies. Article 306. Mais ce principe souffre quelques exceptions. Alors, quelles sont les exceptions? Ici, bien sûr, il est souvent impossible de ne pas tenir compte de la situation de fait ayant existé entre la conclusion du contrat et l'annulation du contrat. C'est-à-dire que le principe de l'annulation ou de la nullité rétroactive, ça veut dire la destruction rétroactive du contrat, comporte un certain nombre d'exceptions, eu égard, si vous voulez, aux parties et aux tiers. Alors, j'ai évoqué la question de la situation de fait. Cette notion est importante, parce qu'il faudra quand même en prendre considération. Parfois, dans le cadre des sociétés commerciales, on dit que le gérant qui a commis des fautes va subir des conséquences juridiques sur le plan des dommages et intérêts, de la poursuite, de la responsabilité pénale, etc. Mais ceci n'exclut pas la responsabilité du gérant de fait. Parfois, le gérant de fait, c'est un associé, c'est l'expert comptable, c'est le banquier. Donc, là, c'est un cas qu'on aura l'occasion d'approfondir. Après, vous avez 2-3 personnes qui créent une société, qui par la suite s'avère nulle. La société s'avère nulle pour une raison quelconque. Eh bien, on ne peut pas s'empêcher de trouver moyen et solution à la situation de fait qui a existé depuis la signature du contrat ou la création de la société jusqu'à sa destruction rétroactive. Donc c'est pour cela qu'il faut envisager cette question à partir d'abord pour eu égard aux contractants, les parties contractantes et les tiers. Alors, évidemment, la répétition, ça veut dire la destruction rétroactive, est exclue à partir du moment où l'on ne peut remettre les choses dans l'état où elles étaient antérieurement. C'est le cas notamment, et là, vous vous rappelez, quand on a parlé des contrats à exécution successive, par exemple, des contrats qui comportent des prestations échelonnées dans le temps et s'opposant aux contrats dits à exécution instantanée. Alors, le rétablissement de la situation ancienne devient impossible, parce que dans un contrat de travail, à la rigueur, le salarié peut rembourser le salaire, mais l'employeur ne peut pas remettre les choses dans l'état en remboursant le travail. Dans un contrat de location d'un appartement ou d'un immeuble, c'est-à-dire si le contrat est nul et on veut le détruire rétroactivement, il est difficile de remettre les choses en l'état. On peut rendre l'argent, mais on ne peut pas rendre la jouissance de l'appartement. Donc, c'est pour cela qu'il y a quand même un particularisme qui fait que ce principe est exclu. De toute façon, le principe de la répétition est exclu dans nombre de cas. Pour les incapables ne doivent restituer que leur enrichissement. Par exemple, l'incapable qui fait annuler son engagement
n'est tenu à restitution que dans la mesure du profit qu'il a retiré de l'obligation. C'est ce que nous dit l'article 6 du DOC. Par exemple, si quelqu'un incapable a vendu un bien pour une somme de 200 000 dirhams, et qu'entre-temps, il obtient l'annulation du contrat, mais entre-temps, il a dissipé plus que la moitié du prix. Donc il lui reste 100 000 dirhams. Et en vérité, si vous voulez, on va le tenir quitte s'il restitue la moitié qui reste. Donc, parce qu'il est incapable, effectivement, c'est une manière de protéger l'incapable. L'article 9 du DOC considère qu'il y a profit lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine. Lorsque le contrat annulé transfère la propriété d'une chose qui a été ensuite transmise au sous-acquéreur, le sous-acquéreur se trouve en principe dispensé de la restitution sur la base de l'article 456 qui consacre une règle en vertu de laquelle on fait de meubles la possession de bonne foi vaut titre de propriété. Donc ça veut dire que c'est une manière de protéger l'acquéreur de bonne foi. Mais lorsque l'immoralité des parties est la même, celui qui a exécuté sa prestation ne peut en obtenir la restitution malgré le prononcé de l'annulation. C'est le cas notamment en cas de donation ayant pour cause une cause immorale, qu'on base une cause immorale. Par exemple, si c'est une corruption, un pot de vin, cette règle permet de consacrer le principe selon lequel nul ne peut être entendu en alléguant sa propre turpitude. Nul ne peut être entendu en alléguant sa propre turpitude. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, si vous voulez, obtenir satisfaction sur la base même de votre mauvaise foi. Mais cette notion de bonne foi, mauvaise foi, la bonne foi et la mauvaise foi en droit, pose beaucoup de problèmes. Et je vous le dis, par exemple, on parle ici de... J'ai parlé tout à l'heure de meubles. En matière de meubles, la possession, vos titres de propriété lorsqu'il y a bonne foi. Mais qu'en est-il, par exemple, on le voit dans la pratique, et si vous avez suivi des conférences dans ce sens, où on dit qu'il y a une faille en droit marocain qui est terrible. Cette faille permet, en fait, a permis à des gens de mauvaise foi, si vous voulez, de subtiliser des biens à leurs propriétaires. Alors, vous avez un cas d'une personne qui va falsifier la signature, une procuration. Il va falsifier une procuration. Il falsifie la procuration de quelqu'un qui est propriétaire d'un bien. Il le vend à X. Il le vend à... Donc Y, falsifiant la procuration, vend le bien de Z à X. Donc la vente, normalement, donc, va transférer la propriété, mais en réalité, c'est une vente qui doit être nulle, puisqu'il a vendu un bien qui ne lui appartient pas, de surcroît sur la base d'une procuration nulle. Et en fait, un acte fondé sur un acte nul est nul, théoriquement, sur le plan du principe. Mais simplement, on a trouvé, si vous voulez, beaucoup de décisions au niveau de la jurisprudence marocaine, critiquables, à mon sens, parce que quand on a dit Y vend le bien de Z à X, si X lui-même est un complice, ce qui arrive dans la pratique, il va vendre, on va changer le système, on va dire il va vendre à A, et A va vendre à B. Ça veut dire tout ça, c'est des complices. Et après, en fait, c'est C qui sera de bonne foi, qui n'est pas au courant. Qui n'est pas au courant de cette manigance. Mais qu'en est-il du propriétaire? Le propriétaire, quand il va
attaquer en nullité, on va lui dire l'acte est valable. Parce que l'acheteur final, enfin, ou l'acheteur, ça peut être même la deuxième personne, ça veut dire l'acte est valable parce qu'il est fondé sur la bonne foi. Et qu'est-ce qui vous reste entre les mains, en plus des yeux pour pleurer? Il vous restera à attaquer les gens qui ont falsifié, qui ont copié votre signature, en dommages et intérêts. Et souvent, les gens qui procèdent de cette manière, qui arrivent à tromper les notaires et les officiers publics, en fait, c'est des gens qui sont spécialistes des escrocs, qui se disent « Moi, restant en dehors de la prison, je ne gagne rien, je gagne des sommes d'argent, peu importe le montant, mais souvent important, et il va passer en prison 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un calcul. Vous avez des gens qui sont d'accord pour aller en prison. Et ils vous affrontent sans problème. Et puis voilà, faites ce que vous voulez. » Donc, c'est pour ça qu'un jour, le ministre, il n'y a pas longtemps, le ministre de la Justice a dit qu'il faut vérifier à chaque fois vos biens. Si vous êtes propriétaire d'une maison, il ne faut pas oublier chaque fois de vérifier votre titre. Est-ce que le titre est toujours à votre nom? Parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a une disposition qui fait que l'acte, même fondé sur un faux, se prescrit, l'action se prescrit par 4 ans, ce qui est catastrophique. Pour parer à ça, si vous voulez, parce que même le notaire, c'est-à-dire même le notaire, on a vu des notaires poursuivis, les pauvres, pour des actes qu'ils ont accomplis sur la base de procuration. Mais quand quelqu'un reçoit la procuration, il n'a pas les moyens de vérifier ou de savoir si la procuration est fausse ou vraie. Il va simplement s'engager. On a même vu des notaires à Marrakech victimes de cartes nationales falsifiées. Comment ils vont faire quand ils n'ont pas les moyens? Ils se trouvent dans le cadre d'une poursuite sur la base de la responsabilité professionnelle. Donc, moi, cette notion de bonne foi, il faut trouver solution. Moi, un jour, un procureur général, parce qu'il y avait un cas d'une femme, son ex-mari, c'est une Française, son ex-mari, lui demande les clés d'appartement pour passer 15 jours à Marrakech, parce qu'elle a un appartement à Marrakech. Donc, ils sont divorcés depuis longtemps, mais ils ont gardé une certaine amitié. Donc, il lui dit avec plaisir, il lui donne la clé. Il arrive à la maison, il profite de ces 15 jours, ils vont à la maison 2 fois, sur la base d'une procuration fausse qu'il a établie à Marrakech et une d'un village français. C'est-à-dire qu'il a obtenu une procuration, non pas d'un notaire, mais un acte sous sein privé, comme quoi sa femme lui a donné une procuration pour vendre la maison. Donc ils vont à la maison le matin à une personne qui lui était vigilante, il lui a dit donne-moi la clé. Donc il est allé lui remettre l'appartement. Et l'après-midi, il voit une deuxième personne sur la base de la même procuration chez un autre notaire. Celui-là n'avait pas le... Et paradoxalement, c'est-à-dire celui qui a la clé ne s'est pas empressé d'inscrire le titre à son nom. Donc il est dedans, mais le titre n'est pas à son nom. Celui qui n'a pas la clé s'est occupé surtout d'inscription. Donc en fait, il n'a pas la clé, mais le titre est à son nom. Donc c'est réellement le vrai propriétaire. Et celui qui a la jouissance, le titre n'est pas à son nom. Et il est parti en Turquie. Donc cette femme qui est allée voir le procureur général, qui était impuissant. Comment vous allez faire pour annuler, surtout apparemment les acheteurs sont de bonne foi? Et les deux ont payé. Lui s'est enfui du Maroc. Donc là, comment on va faire? Comment vous allez obtenir l'annulation? Et le procureur dit oui, mais dans ce cas, si vous avez un titre, il faut toujours mettre une saisie dessus. Donc il faut mettre une saisie conservatoire. Ou obtenir un crédit qu'il faut rembourser, mais le garder inscrit. Ça protège le bien. Ça veut dire que c'est une déclaration d'impuissance, mais il a raison. C'est-à-dire qu'au vu du droit, vu cette brèche de la notion de bonne foi, c'est très compliqué. Et moi je dis qu'il faut améliorer le système, il faut, en tout cas, la notion de bonne foi doit être rediscutée. Parce qu'on ne peut pas dire, vous avez des gens, mais ça, on peut raconter des dizaines d'histoires. Si vous allez au tribunal, il y a des cas comme ça. Une femme qui habite en Italie, qui a acheté un terrain pour ses vieux jours en disant je vais construire une maison au Maroc, qui travaille toute sa vie là-bas,
Elle arrive en voiture pour visiter son terrain, elle trouve qu'il y a une maison qui est construite déjà dessus. En fait, ils ont établi une fausse procuration qu'ils ont signée devant un arrondissement et le terrain a été vendu 1, 2, 3, 4 fois. La quatrième, c'est une personne, un couple normal qui a acheté, qui a construit. Le vrai acheteur de bonne foi. Mais avant, la chaîne c'est tous des complices. Ils ont attrapé quelques-uns, ils sont en prison, mais l'annulation, au vu de l'état actuel du droit, est très difficile si vous faites jouer cette notion de bonne foi. C'est pour ça que je dis il y a encore discussion. Je pense qu'il faut au moins exiger que la procuration soit notariée. Au moins. Parce que le notaire, quand même, physiquement, il a le devoir et une responsabilité pour pouvoir donner ce... Donc, il y a effectivement des améliorations, il y a des refontes, ce n'est pas le moment d'en parler, il y a des refontes du droit qui font que le système s'améliore, mais entre-temps, il y a beaucoup de victimes, beaucoup d'affaires dans ce sens devant les tribunaux. À l'égard des tiers, en principe, la nullité réfléchit sur les tiers. Si, par exemple, une vente est nulle, la revente par l'acquéreur avant le prononcé de la nullité devrait l'être également. Ça veut dire que, bien sûr, ça c'est le principe, mais avec la nuance que je viens de soulever, voilà, parce que la rétroactivité d'annulation va comporter certaines exceptions. Ainsi, le créancier qui, de bonne foi, reçoit à titre de gage une chose mobilière de celui qui n'en est pas le propriétaire, acquiert le droit de gage sur cette chose selon l'article 1187 du DOC. De même, le tiers de bonne foi qui bénéficie d'une hypothèque sur un bien immeuble conserve ses droits. Les tiers peuvent être également protégés par la prescription acquisitive en matière mobilière ou immobilière. Enfin, les droits des tiers peuvent également être protégés chaque fois que l'on peut faire application de la théorie selon laquelle l'erreur commune fait le droit, à condition que l'erreur commune ait été vraiment invincible et inévitable. L'erreur commune. Vous vous rappelez, quand j'ai parlé de la différence entre droit commercial, le droit des affaires et le droit civil, j'ai dit que en droit civil, on exige l'erreur commune, ça veut dire que fondée sur une erreur invincible et inévitable. Alors qu'en fait, en droit commercial, on accepte l'erreur simple si c'est fondé sur une apparence qui laisse croire à l'existence d'un pouvoir lorsqu'il s'agit par exemple d'un PDG ou d'un gérant de société. Alors, on a fait le tour. Vous savez maintenant quels sont les régimes de nullité absolue ou nullité relative, mais gardez en mémoire surtout que de toute façon, le plus courant, c'est la nullité relative, et la nullité relative ne profite qu'à celui qui en souffre directement, personnellement, à moins qu'il y ait renonciation ou qu'il y ait confirmation ou qu'il y ait prescription. Quels sont les effets des contrats? Alors là, on arrive à une phase importante, si vous voulez, parce qu'en fait, on arrive à un article extraordinaire. C'est l'article 230 du d'Aïr formant code des obligations et contrats. Et cet article 230 nous dit la chose suivante. Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Article 230, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ce principe, comme vous le voyez, ou cet article plutôt formule le principe de la force obligatoire du contrat. C'est l'objet de la première sous-section, lequel implique des sanctions. C'est l'objet de la deuxième sous-section. Et tout cela fera l'objet de notre prochain cours, vendredi prochain. Je vous remercie pour votre attention.